Madame, Monsieur, bienvenue. Réflexion reçoit aujourd'hui un professeur en soins infirmiers. Il vient de reprendre la direction d'une maison qui accompagne les malades jusqu'au terme de leur vie. Michel Petermann, bienvenue. Merci, bonjour. Alors, vous venez de prendre la direction de Rive-Neuve à Villeneuve. Pour expliquer ce qu'est cette maison, on peut dire en bref qu'il s'agit d'un centre de soins palliatifs pour personnes qui arrivent au terme de leur vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, soins palliatifs? Alors, les soins palliatifs, ça veut dire que, dans le fond, on est en présence de personnes qui ont souffert de maladies, qui ont reçu des soins à visée curative, et puis à un moment donné, dans l'histoire de leur maladie, eh bien, la médecine s'est trouvée avec des limites. Et contrairement à ce qu'on entend souvent, il ne s'agissait pas de dire on ne peut plus rien faire pour vous, mais simplement la médecine dit on ne peut plus vous offrir des soins curatifs. Donc on ne peut plus vous guérir? On ne peut plus vous guérir, mais par contre, il y a toute une panoplie de soins et de techniques médicales qui permettent d'accompagner la personne. Alors je vous propose maintenant quelques images qui sont extraites d'un documentaire réalisé par Aline Brechbuhl et qui s'intitule Rive-Neuve la nuit. Nous acceptons des malades qui sont malades du cancer ou du sida, maladie qui a un caractère évolutif. C'est d'abord les personnes en fin de vie, donc qui mourront chez nous. Et nous avons aussi les personnes qui viennent pour un séjour, pour se retaper entre deux traitements, par exemple, pour reprendre du poids, pour se reposer des traitements. Et souvent, nous avons aussi des personnes qui viennent là pour soulager leur famille. À Rive-Neuve, ce qui est différent des autres établissements, c'est que tout chez nous est centré sur le patient. Le patient, il est vraiment au milieu de toutes nos préoccupations. C'est lui qui décide, par exemple, le matin, quand il veut se lever, quand il veut prendre son petit déjeuner. Nous allons toujours dans son sens, à lui. Alors Michel Petermann, on comprend bien, là, dans le cadre de Rive-Neuve, c'est le patient qui est au centre. Et on a l'impression que c'est quand même assez différent de la philosophie qui prévaut dans un hôpital ordinaire. Oui, mais d'une certaine manière, c'est regrettable parce que on pourrait dire de manière générale, si les soins étaient de qualité, y compris dans les hôpitaux à visée curative, les soins palliatifs ne seraient pas nés. Même lorsqu'on est dans une situation où la guérison est encore à l'horizon, il n'y a pas de raison que le patient ne soit pas au centre. Parce qu'on a souvent l'impression dans les hôpitaux que ce sont les gestes techniques qui sont un peu au centre des préoccupations et pas nécessairement toujours le patient. Mais ayant travaillé aussi de longues années dans ces hôpitaux-là, je crois qu'on peut dire qu'on est assez souvent dans une certaine illusion de penser que par les gestes techniques, on va véritablement guérir la personne. Alors on va peut-être guérir le problème de santé. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on participe à la guérison de la personne? En d'autres termes, je pense que même dans des lieux comme des hôpitaux universitaires, si la personne était encore plus au centre qu'elle n'est, elle est déjà quand même pas mal, il faut le reconnaître, mais ce qui nous a le plus influencé les soignants, enfin les infirmiers et infirmières en général, c'est une grande dame des soins infirmiers qui est Virginia Anderson, qui, elle, à l'époque où les infirmières pratiquaient uniquement des soins techniques sur ordre médical, a développé toute une théorie et quelques postulats clés, disant entre autres que la personne est un tout formé de toute une série de besoins fondamentaux qu'elle a identifiés. Et un de ces postulats dit aussi que si un besoin est altéré, il y aura des répercussions sur l'ensemble des besoins, d'où la nécessité de s'occuper de la personne entière. Alors je vous propose de poursuivre dans cette même dynamique avec une autre séquence tirée du documentaire d'Aline Brechbuhl, Rive-Neuve la nuit. Vous avez l'impression qu'il est déprimé? Comme je le vois, moi, non. Mais je sais qu'il pleure, alors ouais. Je sais qu'il pleure avec ma mère, avec ma sœur. Ouais. Donc je pense qu'il a des moments où il est effectivement dans une période plus déprimée. Mais là, comme je l'ai trouvé, non. Et puis, il n'a même pas eu de sanglots. Il y avait un petit peu une demande
de sa femme et puis de sa fille, qu'on augmente un peu les antidépresseurs. Et puis on avait vraiment l'impression que c'était un petit peu comme vous dites, quoi, que c'était une phase où il avait plus de peine, enfin, plus de chagrin, mais que c'était pas pathologique. Donc, Bon, je l'ai vu aussi pleurer, c'est vrai, quand il a des grands sanglots, des cris, disons, c'est vraiment très éprouvant pour ceux qui sont à côté de lui. Mais ce soir, non, il était bien, si j'ose dire, en tout cas avec lui-même et en paix. Là, paraît-il qu'il écrit beaucoup moins. Ça montrait qu'il avait ses doigts là, qu'il Ouais, ne pouvait plus bouger. Il n'arrive même plus à les tendre. C'est difficile, c'est dur, et puis en même temps, je lui ai aussi dit que je pouvais le remercier pour tout ce qu'il a donné, quoi. On se disait encore avec Déborah, ma nièce, qu'il a vraiment donné quelque chose à toute sa famille, jusqu'à maintenant, quoi, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce soir. Et ça, c'est formidable. voilà, voilà. Je vous passe une tasse tout de suite. Hein? 2 tasses? 2 seringues? D'accord. Voilà pour la tasse de thé. Michel Petermann, on a de nouveau l'impression là que dans le cadre de Rive-Neuve, donc l'institution que vous dirigez à Villeneuve, on appréhende le malade dans sa globalité et quelque part on réintroduit la famille auprès du mourant. Oui, parce que dans le fond, ce serait une illusion de penser que la vie est complètement dissociée des autres personnes. En fait, on a une approche systémique et lorsqu'une personne, comme tout à l'heure j'évoquais le fait que lorsqu'un besoin d'une personne est perturbé, il y a une influence sur les autres besoins, mais lorsqu'une personne est perturbée dans sa santé, il y a une influence sur l'ensemble du groupe. D'ailleurs, lorsque je travaillais en Afrique parmi les tribus de Pygmées, c'était évident pour eux. Quand une personne était malade, ils se posaient la question, qu'est-ce que le groupe a fait pour que la personne soit malade? Et là, de manière concrète, on voit le fils d'un patient qui est en train de quitter ce monde, vraiment quelque part s'approprier ce qui est en train de se passer. Et ça, vous tentez de le promouvoir dans le cadre de Rive-Neuve. Oui, alors justement, les soins ne vont pas uniquement en direction de la personne malade, mais quelque part, on offre aussi des soins à la famille, aux proches. D'ailleurs, ce qui pose des problèmes de point de vue socio-sanitaire, parce qu'il n'y a pas de financement pour ces soins-là. Même lorsque la personne est décédée, les proches peuvent revenir régulièrement. Il y a des soirées qui sont organisées d'entretien de groupe pour aider ces familles à petit vivre le deuil d'une manière, je dirais, non pathologique. Donc, effectivement, on tient compte de la personne dans son contexte social. Je vous propose une nouvelle séquence avec le médecin-chef de Rive-Neuve, le docteur Jean-Michel Bigler, qui nous dit en fait comment est-ce qu'il en est venu à se préoccuper des soins palliatifs, et mentionnant que nous l'avons rencontré lors d'un café de la santé à la FNAC à Lausanne. La première fois que j'ai vu un patient cancéreux, j'ai été très choqué de voir ce visage très amaigri, ce corps décharné, la couleur jaune. J'étais stupéfait, je me souviens, je ne savais pas quoi dire, je me suis trouvé vraiment stupide. Et ce patient m'a réconforté en me disant « mais mon petit gars, tu vois, moi je suis en vie et puis ben voilà, il ne faut pas avoir peur de moi ». Et je me rends compte qu'on a peur de la mort. Et je crois que ça, c'est quelque chose c'est un mythe qu'il faut casser. Est-ce que vous diriez que votre engagement à l'endroit des soins palliatifs date de ce moment-là, d'un désir quelque part de mieux accompagner les personnes en fin de vie? Oui, on peut dire ça peut-être. Effectivement, je pense que ça vient aussi de certaines expériences douloureuses de patients
que j'ai vu mourir de façon précipitée, ces morts volées qui se font au détour d'un rideau, derrière une espèce une palissade comme ça, où on cache ces gens qu'on ne sait pas où mettre. Et puis je me suis dit, mais c'est trop injuste, c'est pas possible de mourir comme ça dans un abandon, dans l'isolement total. Et il faut mettre autour de la mort, il faut mettre la famille bien sûr, mais il faut que des soignants soient présents, il faut qu'il y ait une équipe, et il faut qu'on accompagne ces derniers instants, qui peuvent d'ailleurs commencer très tôt. C'est-à-dire le processus de fin de vie, c'est pas juste les derniers instants, c'est pas juste ce qu'on appelle la phase terminale, mais les soins palliatifs sont vraiment, je dirais, destinés à tout ce cheminement du patient qui se sait atteint d'une maladie incurable et qui va présenter des détachements, des deuils successifs, une perte d'autonomie et des difficultés existentielles qui vont nécessiter justement la présence de professionnels qui vont l'aider à traverser toutes ces étapes difficiles. Michel Petermann, on vient d'entendre donc le médecin-chef du centre de soins palliatifs de Rive-Neuve, Jean-Michel Bigler. Est-ce que vous partagez aussi ce souci d'humaniser la mort ? Bon, je n'utiliserai pas tout à fait le terme d'humaniser la mort, parce que qui sommes-nous pour humaniser la mort ? Parce qu'en fait, nous, dans le fond, notre mission, c'est d'accompagner les personnes sur leur chemin de vie. Puis il se trouve qu'à un moment donné, il y a la mort. Et qu'est-ce qui me différencie personnellement, moi soignant et en principe pour l'instant en bonne santé d'un patient qui serait à Rive-Neuve, c'est que selon un pronostic médical, mais qui est parfois aléatoire, il semblerait que la personne que je soigne va mourir avant moi. Mais moi, je vais aussi mourir, dans le fond. Et nous sommes des êtres humains ensemble à travailler à ce que les uns et les autres puissent vivre dans la dignité. Et puis après, lorsque la mort arrive, alors là, je veux dire, il y a un lâcher-prise, il y a un mystère. On ne prétend pas proposer aux personnes une mort douce ou une mort, comme on l'a parfois dit. Par contre, on va accompagner jusqu'au dernier moment la vie. Donc être là en appui pour permettre à ces derniers instants de se passer au mieux. Voilà, c'est ça. Et si possible que la personne qui est même en toute fin de vie ait encore un projet de vie. Ce qui paraît complètement aberrant pour la plupart de nos concitoyens qui pensent que lorsqu'ils ont perdu un tout petit peu de leur autonomie, j'entends dans le grand public des gens me dire « Ah, mais si j'avais tel et tel handicap, là je me suiciderais, je ne supporterais plus de continuer de vivre. » Mais tout simplement parce qu'on a une vision extrêmement grossière de ce que peut être un projet de vie. Et au quotidien, on rencontre des personnes qui sont parfois même grabataires, comme on dirait vulgairement clouées dans un lit, et qui ont encore un projet de vie. Le projet, ça peut être simplement de rencontrer encore des personnes. Et c'est une motivation suffisante pour vouloir encore vivre. Et vous-même, dans le cadre de Rive-Neuve, c'est quelque chose que vous tentez d'encourager, que même si on est cloué au fond de son lit, qu'il nous reste une dizaine de jours à vivre, d'avoir à l'esprit qu'on peut, pour ces 10 jours, avoir un projet. Ah oui, alors c'est vraiment le but de l'équipe interdisciplinaire. C'est d'entrer, d'accompagner la personne dans son projet. Et lorsque les personnes n'ont pas de projet, parce que, on pourrait dire, l'arbre masque la forêt, parce que la peur de la fin de vie, ou bien la diminution de leur autonomie fait que finalement ils jettent le bébé avec l'eau du bain, si je puis me permettre, c'est-à-dire qu'ils essaient même plus de construire un projet, mais là on entre en relation avec ces personnes pour essayer de leur montrer que des projets sont encore possibles. Et des projets parfois même assez farfelus, c'est assez intéressant. Vous auriez un exemple ? Je pense lors de la supervision dans un autre centre de soins palliatifs en Suisse, une patiente avait évoqué le fait qu'elle n'avait jamais, elle s'était jamais rendue à Paris. Et cette personne avait encore quelques économies et finalement l'équipe a tout mis en place pour qu'avec une étudiante en soins infirmiers, cette patiente puisse se rendre à Paris en ambulance et passer 2 jours à Paris. Alors ça peut paraître futile comme projet, mais enfin c'était son projet et on a tenté de l'aider à le réaliser.
Je vous propose une nouvelle séquence extraite du documentaire d'Aline Brechbuhl, Rive-Neuve la nuit, où on nous parle un peu de la manière dont la mort est appréhendée à Rive-Neuve. C'est pas tellement le fait de mourir qui fait peur aux gens, c'est souvent le fait de devoir souffrir. Et comment ça va se passer? Je veux dire, nous, on peut être là, on peut les accompagner dans ce qu'ils vivent. Et puis, ce qui est important aussi, c'est cette confiance, de transmettre cette confiance, avoir confiance en soi, puis en l'autre. Et puis, nous, on est obligés aussi de faire confiance à l'autre, qu'il est capable de vivre ce qu'il a à vivre. Le fait de parler de la mort, d'avoir la présence d'une bougie allumée lorsqu'une personne est décédée, avoir un livre avec le nombre de personnes qui sont mortes durant l'année, ça permet aux patients de prendre conscience qu'un jour proche, ça va être à leur tour. Il faut faire attention avec la notion de fin de vie. Souvent, on considère Rive-Neuve comme un mouroir alors que c'est absolument pas le cas. Et il y a régulièrement des personnes qui rentrent à la maison. Donc là, on est dans une situation palliative. Souvent aussi, ces personnes qui sont, dans un premier temps, en situation palliative, reviennent à Rive-Neuve et c'est vrai, finissent leur vie ici. Et à ce moment-là, on rentre dans des soins aux mourants, soins de fin de vie. On est entouré de gens en fin de vie, on est entouré de la mort, mais on s'occupe toujours de la vie en ces derniers moments ou ces derniers jours ou mois, nous ne le savons pas. Et c'est quelque chose de très, très gratifiant et les patients qui nous font le privilège et la confiance pour les accompagner, c'est énorme pour nous. Michel Petermann, vous êtes directeur de Rive-Neuve, donc une institution de soins palliatifs à Villeneuve. Aujourd'hui, dans la population helvétique, on a l'impression que l'assistance au suicide connaît un engouement tout à fait extraordinaire. Des sondages disent même que 70% de la population est favorable à ce que l'on bénéficie d'une assistance au suicide lorsqu'on est atteint d'une maladie grave ou incurable. Comment est-ce que vous réagissez à un tel sondage? Alors ce sondage est ce qu'il est, mais il ne m'étonne pas dans les proportions qui sont évoquées. Un sondage avait été fait également parmi les professionnels de la santé. Il y avait aussi une majorité de professionnels de la santé qui étaient favorables à l'assistance au suicide. À mon avis, c'est la peur, ça peut paraître un peu gonflé, mais le manque de réflexion qui fait qu'une majorité de la population choisit ou prétend choisir l'assistance au suicide. Vous-même, vous proposez autre chose. Oui, alors tout à fait. Mais on ne propose pas non plus un acharnement palliatif, on ne propose pas non plus de prolonger la vie, absolument pas, mais c'est d'accompagner la personne dans le chemin de vie qui lui reste. Et je crois qu'il y a un certain mystère du moment de la mort, et je dirais d'un point de vue philosophique, voire spirituel, eh bien, on est appelé à respecter ce mystère-là. En tout cas, il y a toute une mise en scène autour de l'acte de l'assistance au suicide qui m'ébranle énormément. Je crois que beaucoup de personnes qui choisissent l'assistance au suicide, en fait, ne connaissent pas vraiment les enjeux. Mais qu'est-ce qui vous choque, là, dans cette mise en scène? Alors moi, ce qui me choque, c'est déjà quelles valeurs sont sous-jacentes à cette décision. On parle de dignité. Finalement, il y a tout un discours qui est tenu par des gens d'Exit, notamment, qui disent qu'effectivement, l'assistance au suicide, c'est le moyen de mourir dignement. Voilà, donc Exit s'est approprié le concept de dignité. Il y a même en Suisse alémanique Dignitas qui, dans son appellation même, utilise le concept de dignité. Alors je pense que dans notre société qui est éminemment matérialiste, dès l'instant où certaines personnes ne peuvent plus accomplir, par exemple, un sport donné. Je pense à une patiente qui, lorsque je travaillais au CHUV en oncologie, on a pu proposer à cette personne un traitement à visée curative pour guérir de son cancer. Et cette personne allait guérir de son cancer, mais elle allait garder un handicap qui ferait qu'elle ne pourrait plus faire son jardin. Eh bien, elle a préféré mourir, donc refuser le traitement curatif, tout simplement parce que
faire son jardin, c'était une valeur qui était au-dessus de tout. Et je pourrais multiplier les exemples. Donc je crois qu'on est une société qui est, moi je dirais, dans une sorte de délire dans la hiérarchisation des valeurs. Alors je vous propose une nouvelle séquence avec une de vos collègues. Il s'agit de Françoise Porchet, qui est enseignante en soins palliatifs et qui nous dit la manière dont elle appréhende l'assistance au suicide. En choisissant d'être soignante, j'ai choisi d'accompagner dans la vie, sans faire de l'angélisme, mais d'accompagner dans la vie jusqu'à la fin de vie. Ce que j'observe, c'est qu'il n'y a pas de prise en compte dans les situations d'assistance au suicide, il n'y a pas de prise en compte de la famille, des proches. J'ai eu des récits effroyables d'enfants qui sont pris en otage et qui ne sont pas d'accord avec la décision de la maman, mais qui néanmoins sont forcés d'être là au dernier moment. Et je pense qu'il y a malheureusement dans le public une méconnaissance de tout ce que les soins palliatifs peuvent apporter. Bien entendu, on n'arrivera pas à soulager et à soigner toutes les personnes de manière, je dirais, positive jusqu'à leur décès. Oui, il y a toujours des morts qui resteront blessantes, qui nous restent en travers de la gorge comme soignants. Mais je pense que on n'a pas encore offert toute la palette de soins palliatifs possible à l'ensemble de la population de notre pays. Et ça, c'est quelque chose qui manque. Il y aura toujours une situation particulière. Et je pense que le suicide médicalement assisté devrait toujours rester de l'ordre de la transgression. Et je pense que c'est faux, personnellement, de légaliser sur ce sujet. Michel Petermann, on entend là des propos très forts. C'est faux de légaliser l'assistance au suicide. Vous-même, vous partagez cette opinion ? Oui, totalement. Moi, je suis d'accord avec... je partage ce qu'ont fait la plupart de nos pays industrialisés lorsqu'ils ont dépénalisé le suicide et par là même l'assistance au suicide. Et là, c'était une démarche de compassion. On est passé, dans le fond, de la réprobation à la compassion. La personne qui se suicide, en fait, il y a deux personnes lorsqu'il y a un suicide. Il y a la personne qui est le meurtrier et puis il y a la personne qui est la victime. Alors, si la personne qui est le meurtrier potentiel n'arrive pas à se tuer elle-même, qui est la victime, puis survit, eh bien là, on va avoir de la compassion pour la victime qui a survécu. Et je trouve assez correct qu'on ne la condamne pas, contrairement à ce que font d'autres pays alentours. Par contre, ce que beaucoup demandent maintenant, qui est la légalisation du suicide, voire d'assistance au suicide, ça voudrait dire qu'on va l'encourager. Et ce qui est totalement différent. Et ça va à l'encontre justement de ce concept de dignité qui est, je le rappelle, est entré dans la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, elle n'y était pas auparavant. Pourquoi elle est entrée en 1948 ? C'est après la guerre. C'est après ce qui s'est passé, cet immense crime contre l'humanité. Et moi, je suis assez troublé et tremblant de voir que 60 ans plus tard, on est prêt à quelque part transgresser l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme dans le fond, en autorisant légalement l'homicide. Alors que dans le concept ontologique de dignité, en fait, tout être humain a droit à la vie. Et il n'y a aucune raison qui peut permettre de justifier de tuer quelqu'un ou de se tuer soi-même. Michel Petermann, je vous propose de voir une dernière séquence avec un aumônier du CHUV qui travaille dans un secteur où il a beaucoup à faire avec les soins palliatifs. Cet aumônier s'appelle Daniel Pétremont. Quand on me demande qu'est-ce qui est important pour moi dans le ministère à l'hôpital, je réponds volontiers. Pour moi, c'est toute l'année le temps du carême. Donc le temps de la disette ou du jeûne ou... Et le temps de la passion, le temps de la souffrance. Et pour moi, c'est vraiment le temps où on peut s'associer, à l'inverse, où le Christ s'associe à toutes nos souffrances. Hein, et où le Christ traverse toutes nos souffrances et ne nous abandonne pas. Il n'y a pas de souffrance que lui-même n'ait pas traversée et il n'y a pas de souffrance qui ne nous empêche de le suivre dans son chemin de résurrection.
Et pour moi, en même temps, c'est un chemin plein de passion et de souffrance, et en même temps un chemin plein d'espérance, parce qu'on ne le traverse pas tout seul, il y a quelqu'un devant nous qui nous précède. Michel Petermann, comment est-ce que résonnent ces propos de Daniel Pétrement, aumônier au CHUV? Je crois qu'à partir de sa discipline d'aumônier, il rejoint tout à fait, dans le fond, les buts des soignants, qui est justement l'accompagnement. Il parle de traversée. C'est vrai qu'on ne peut pas prétendre supprimer la souffrance, on peut travailler sur la douleur. La souffrance, en fait, c'est un état d'âme. Et c'est vrai que c'est assez extraordinaire de savoir que le Christ est passé au travers des pires souffrances, et on est appelé, en tant que disciple, à le suivre dans ces traversées-là, qui restent scandaleuses. Alors pour moi, cette évidence, pas parce que, enfin, je suis pas d'accord avec ces chrétiens qui pensent qu'il y a une justification de la souffrance. Je crois que le Christ l'a aussi condamné, la souffrance. Mais par contre, l'espérance, c'est qu'on peut passer à travers en restant justement dans cette dignité ontologique. Et là, c'est quelque chose vous-même que vous vivez au travers de l'accompagnement de certaines personnes en fin de vie. Vous voyez le Christ précéder les gens. Oui, absolument. Et la seule chose qui me permet de ne pas être révolté contre la souffrance, c'est de croire à cette parole du Christ qui dit, dans le fond, lorsqu'une personne souffre, c'est moi qui souffre. Donc on n'a pas affaire à un Dieu sadique qui permet la souffrance. Je ne suis pas théologien, mais pour moi, Dieu ne permet pas la souffrance. Il serait maso autrement, vu qu'il souffre chaque fois qu'une personne souffre. Et moi, c'est ce qui me permet d'accompagner les patients dans ces traversées-là, c'est que le Christ nous accompagne aussi dans cette traversée-là. Et il en souffre. Et nous, comme soignants, on souffre aussi avec les patients. La compassion, c'est ça. Souffrir avec. Souffrir avec. Michel Petermann, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau de réflexion. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Merci d'être resté en notre compagnie. À bientôt.